Babette Simon, bonjour. Merci, Hedwig. Very warm welcome to all of you also from my side. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Professeur associé à la Faculté de santé de Paris, vous êtes membre du groupe consultatif d'experts de ESH Forum et vous vous intéressez particulièrement à des notions de durabilité, d'innovation, de création de valeur dans le domaine de la santé. Et vous êtes membre aussi de nombreux comités scientifiques. Alors, avec vous, on va voir comment soigner efficacement les populations européennes. Il faut agir, on l'a vu, dans plusieurs domaines, la prévention, le diagnostic, les traitements. Quelles sont les ressources, Babette, des États membres? Quelles sont les capacités de l'Union européenne qui doivent être renforcées? Merci. Caring for people and environment, very important. Il est très important de s'occuper des citoyens et de l'environnement. Et je pense que nous n'étions pas prêts à cette pandémie. Il est très important de garder à l'esprit que ce n'est pas uniquement le COVID-19 qui est le défi du XXIe siècle. En fait, nous avons également une crise climatique liée au développement économique non contrôlé et nous voyons à quel point nous sommes vulnérables, à quel point notre planète est vulnérable. La COVID a illustré comment les santé animale et environnementale ainsi que la sécurité et l'économie sont interconnectés. Et nous avons appris qu'il faut que nous réagissions globalement et que la santé doit être perçue en tant qu'une. Nous n'avons qu'une seule santé sur cette planète. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie globale et les approches sont fragmentées, faibles et nous ne pouvons répondre efficacement aux challenges qui se présentent. Et donc, les participants à cette table ronde vont partager leur point de vue. Nous devons innover, nous devons renforcer notre programme de santé et nous devons santé. Et nous devrions essayer de répondre à ces défis tous ensemble. Donc, nous allons demander leur avis à différents représentants de la société civile, des chercheurs et également aux générations à venir. Donc, nous leur avons demandé leur point de vue sur l'évolution et les besoins, et ainsi que les besoins en termes de philanthropie. On comprend en vous entendant, Babette Simon, l'importance d'aller vers cette approche de la santé, d'une seule santé pour tous. Et nous allons demander à notre premier speaker de cette première table ronde, Amanda Fine, la directrice du One Health de l'ONG américaine Wildlife Conservation Society, la Société pour la conservation de la vie sauvage. Elle va nous expliquer ce que c'est que finalement cette approche One Health. On en parle beaucoup depuis le début de cette conférence. Je précise qu'elle travaille sur des sujets qui sont interconnectés autour de la vie sauvage, de l'élevage et de la santé humaine. Amanda Fine, c'est à vous. Thank you very much. It is my honor to be here. Je vous remercie de l'insigne honneur que vous me faites de votre invitation. Notre objectif est de faire avancer la santé en tant que projet clé. Nous avons une
approche clé parce que ce sont les individus, les communautés et notre planète. Il y a une relation que l'on ne peut pas détruire entre les plantes, les animaux, les humains. Et nous devons reconnaître la nécessité de comprendre les impacts que peuvent avoir nos actions. La déforestation est un exemple qui accélère la perte de biodiversité. L'Europe peut être le leader et nous pouvons mettre l'accent sur une approche holistique afin de pouvoir être le plus efficace. Donc ça, c'est dans le cadre du programme des Nations Unies de développement durable. Nous devons également garder à l'esprit l'objectif des Nations Unies . Voilà un exemple de l'efficacité de cette approche globale au Vietnam. Au début de la pandémie, nous avons établi une task force au Vietnam en collaboration avec l'ONU et la FAO et l'OMS, ainsi que des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et les pays de l'Union européenne. Et cela nous a permis de créer une convention cadre afin de préparer un traité de réponse et de préparation à la pandémie. Nous avons pu promouvoir la recherche et la pratique et nous avons travaillé avec les autorités vietnamiennes afin de pouvoir gérer les écosystèmes. Les Européens représentaient les États européens et ont pu travailler sur la collaboration en termes de vaccins. As well as one of the key drivers of the emergence of pathogens with pandemic potential. So this brings me to my recommendations. En fait, en ce qui concerne mes recommandations, oui, l'Europe doit être clé dans ses recommandations, car il faut être prêt pour la prochaine pandémie. Il faut utiliser ce principe de santé unique afin d'aller au-delà des recommandations qui existent, afin d'avoir un vrai changement. Le Vietnam a été un cas d'école très intéressant et cela doit nous servir d'exemple. Je recommande le renforcement des mécanismes existants, comme cela a déjà été proposé. Et finalement, les investissements doivent toujours être là afin que les représentants des communautés puissent être entendus et que les écosystèmes restent fonctionnels. Donc, il faut profiter de cette opportunité et écouter les voix de la société civile des communautés afin que les animaux et humains coexistent efficacement. Merci, Amanda. Je passe la parole à Susanna Lopez-Charlton. Absolument, et Susanna Lopez avec Benjamin Roche, en fait, vont nous parler des maladies qui passent des animaux aux hommes. Susanna Lopez
travaille au sein de l'Académie des sciences du Mexique. Et je lui passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre invitation. Comme vous le savez, au cours des 10 dernières années, nous avons vu une augmentation des maladies qui passaient des animaux aux hommes. Et nous savons que si nous continuons comme d'habitude, il y en aura d'autres. Nous devons être prêts et nous devons anticiper. Le Mexique a été très impacté par ce développement et le COVID a été dramatique ici. Et le virus H1N1 fut également dramatique. Afin de répondre à ces menaces, l'Académie de sciences a été aidée. Nous avons un programme de recherche stratégique qui permet de développer l'étude des situations globales afin de trouver des réponses appropriées, afin d'aider à trouver des solutions. Nous avons travaillé en collaboration avec d'autres secteurs et ce programme nous permet d'aider la recherche biologique afin de comprendre les facteurs épidémiologiques et cliniques caractérisés par les aspects de l'évolution et des virus au niveau national et régional. Ça nous permet également de comprendre l'évolution des systèmes globaux. L'objectif est de s'assurer que nos travaux soient en synergie avec les travaux des autres institutions dans le monde. Merci. Benjamin. Nous allons maintenant entendre Babette Simon. Benjamin Roche, c'est ça? Oui, maintenant c'est Benjamin Roche. Bonjour. He is Research Director at the French National Research Institute. Directeur de recherche à l'IRD Présode. Thank you, Babette. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, comme l'exemple du Mexique vient de nous l'offrir, c'est une mission particulièrement importante et inspirante pour l'Europe de la santé, avec cet objectif donc de synergie entre les échelles locales et globales. Donc dans ce contexte franco-mexicain, une première étape a été franchie avec la création d'un laboratoire international entre le Mexique, la France et les États-Unis, donc qui s'appelle Eldorado. Ce laboratoire est financé par des instituts français et mexicains et donc s'inscrit parfaitement donc dans le cadre de l'initiative Présode qui cherche à catalyser à l'échelle mondiale les efforts déployés au sein des différentes régions comme nous l'avons vu donc, avec l'exemple du Mexique. Donc lancé il y a un an par le président français, l'initiative Présode rassemble aujourd'hui plus de 100 instituts académiques et non académiques dans plus de 50 pays, ainsi que 7 gouvernements, dont le Mexique. Présode a 2 priorités spécifiques. La première, c'est d'améliorer les réseaux de surveillance One Health à travers le monde pour détecter plus rapidement ces émergences de zoonoses et donc d'envisager de développer des stratégies durables de management des socio-écosystèmes afin de les rendre résilients à l'émergence des zoonoses. Donc pour atteindre cet objectif, nous nous appuyons d'abord sur la connaissance, bien sûr, de connaissances, la production de connaissances scientifiques, ce qui est un prérequis indispensable, et aussi au travers d'une approche de co-construction des différentes solutions qu'on peut implémenter sur le terrain avec tous les différents acteurs de tous les différents secteurs. Donc, dans ce contexte, next slide please. Donc, dans ce contexte et dans le but d'améliorer les stratégies de préparation et de prévention aux pandémies, l'Europe de la santé a un rôle central à jouer à travers 2 grandes catégories de recommandations. Tout d'abord, c'est bien sûr l'engagement des acteurs de tous les secteurs pour envisager des stratégies de prévention durable.
Donc, agir à tous les niveaux de la société donc pour réparer ces fractures qui ont rendu les personnes vulnérables, les solutions qui doivent être co-construites pour pouvoir être mises en œuvre de façon efficace, le développement de systèmes de santé solides et équitables qui intègrent la nécessité d'une collaboration interdisciplinaire, intersectorielle et bien sûr transnationale. Et enfin, bien sûr, garder en tête que personne ne peut se soustraire à une pandémie, que donc les efforts doivent être globaux. Et la deuxième grande catégorie, c'est bien sûr le développement de stratégies de prévention intégrative en s'appuyant sur des connaissances scientifiques afin d'établir un cadre de préparation et d'intervention en cas de pandémie, un cadre donc rigoureux, parce que les efforts doivent être globaux, il faut bien sûr qu'ils soient soigneusement coordonnés. Il faut bien sûr aussi accroître l'investissement que sur les zoonoses, mais sur tout type de pathologies qui peuvent affecter la santé humaine, et donc la préparation est la réponse. Et enfin, il faut bien garder en tête que investir dans la prévention offre un retour sur investissement qui est très élevé. On sait que investir dans la prévention de ces pandémies ne coûterait que 1% de ce que peut coûter le fait d'essayer de contrôler une pandémie, sans parler bien sûr des pertes humaines. Donc, le monde ne peut plus se permettre d'avoir une pandémie tous les 10 ans, ce qui va se passer si jamais on continue dans le même schéma. Il est donc important de changer de paradigme et de réfléchir à la manière dont nous pouvons mettre en œuvre des solutions réalistes pour prévenir ces catastrophes humaines. Voilà, je vous remercie. Merci Benjamin Roche. On voit l'importance d'investir et de co-construire dans une démarche globale pour éviter les prochaines pandémies. Babette Simon, je crois que nous allons entendre maintenant Isabelle Giordano. Yeah, Isabelle Giordano is the new General Director of BNP Paribas Foundation and Head of Corporate Philanthropy, and she will explain the links between health and Et environment. la nouvelle directrice de BNP Paribas Foundation va nous expliquer le rôle que la philanthropie peut jouer dans une approche One Health. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. I will say a few words in English. First of all, I would like alors, to start with a question. Alors, je vais commencer par une question. Has to do with health. Qu'est-ce qu'une banque a à faire avec la santé et pourquoi est-ce qu'une banque finance de la recherche? Et donc, il est important de commencer qu'en tant qu'une fondation clé, une des plus anciennes, BNP Paribas a une responsabilité sociale. Notre objectif est d'avoir un impact positif sur la société. Nous voulons contribuer au changement social et environnemental. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 10 ans, notre fondation a décidé de soutenir la recherche sur le climat et sur la biodiversité, plus précisément l'impact direct du changement climatique sur la santé. Il y a un lien entre l'environnement, la biodiversité et la santé, et entre ces trois écosystèmes. Nous soutenons les chercheurs qui travaillent sur les zoonoses, donc l'évolution entre les animaux et les hommes. Et donc, il est important pour nous de protéger l'écosystème et nous avons pu nous rendre compte que la philanthropie, c'est un catalyseur pour le changement social. Et sur la deuxième diapo, vous pouvez voir que nous finançons des projets de recherche et cela fait 11 ans que nous soutenons 27 chercheurs internationaux, un budget de 8 millions d'euros. Nous avons développé un partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale avec 1 million d'euros et nous avons commencé une étude sur les allergies des enfants.
project called Climate and Biodiversity Initiative. It's a Et 3-year donc, nous avons une initiative de 3 ans qui vient de commencer avec l'objectif de mieux comprendre l'interaction entre l'environnement et les autres santé. S'il y a un message que je dois souligner aujourd'hui, c'est que nous souhaitons avoir de plus en plus de personnes qui contribuent à cette recherche. Nous voulons que le secteur privé se joigne à nous pour participer à cette recherche. Et je voudrais que nous soyons plus nombreux, qu'il y ait plus de fondations qui puissent participer à trouver des fonds pour cette recherche. Et le financement de cette recherche pour voir l'impact et étudier l'impact du changement climatique sur la santé. Nous allons maintenant entendre, Babette Simon, un message vidéo d'Antoine Flao. Je vous laisse présenter Antoine Flao. Oui, c'est Antoine Flao. He is professor. Flao is a professor and director of a Global Health Institute at the University of Geneva. Pollution, and in particular, he will focus on indoor air pollution. I apologize not being able to be in presence on site with you, but I am happy that you give me this opportunity to deliver one message which relates to the interface between the human, animal, and environmental interface with regard with health. In fact, we have faced within this pandemic a lot of interfaces between human, animal, and environment, which were not really taken into account, tackled appropriately. And I think if Europe can be an engine and fuel some thought with this regard, that would be great. And I would like only in this little time slot I've been allocated for to focus on one point, which is probably the big work in progress for the coming years. This is to improve indoor air quality. You know, we spent 90% of our lives indoors in usually poorly ventilated, sometimes crowded, closed settings. That can be bars, restaurants, that can be housing, that can be public transportation, like speed trains where you cannot open the windows. That can be, of course, schools and universities, open space, not so many spaces, but we spend most of our time in them, and 99% of contaminations from SARS-CoV-2 comes from these areas. Why? Just because they are poorly ventilated, just because the indoor air quality is not enough, is not good enough to be in the same level of air quality outdoors, because outdoors is less than 1% of the contamination. So if we try to reproduce the air quality which is indoor as well. Moins de 1% des contaminations ont lieu à l'extérieur. Il faut donc essayer d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur et peut-être nous réduirons les contaminations SARS-CoV-2 de 99%. Est-ce la fin de la pandémie? Je l'ignore, j'ignore sa durée. Peut-être des années avec l'émergence des nouveaux variants et des nouvelles souches ou les nouveaux corona ou les nouvelles grippes. Et ce sera cauchemardesque car nous ne pouvons vivre confinés comme par le passé. Il faut mettre en œuvre un programme de réponse d'urgence et d'amélioration de la qualité de l'air et de changement complet de la construction de nos bâtiments afin d'être les plus efficaces dans cette protection.
Merci. Merci Antoine. La vidéo est en train de repartir. Je crois que nous avons bien compris son message, qui est un message assez étonnant, effectivement. L'importance de la qualité de l'air qui a joué un rôle très important sur les contaminations du Covid-19. Babette Simon, le prochain speaker. Je suis très heureux de présenter Yann Lecam, qui est cofondateur et PDG de Eurordis. Et il va nous présenter son point de vue en ce qui concerne les défis à venir. Alors, un des points importants sont les défis qu'ont 30 millions de personnes qui font face aux maladies rares. En ce qui concerne la collaboration entre les chercheurs, les cliniciens et les parties prenantes, est de répondre aux défis de la rareté. Et nous avons pu profiter de la résolution des Nations Unies sur les maladies rares, mais ce que nous promouvons, c'est une approche holistique, car les maladies rares sont des pionniers dans la transformation à venir du système de santé, et nous devons avoir un programme de législation qui soit multisectoriel afin de communiquer et de travailler ensemble et d'avoir un meilleur résultat. Les communautés ont incarné cette approche One Health avec des modèles de santé différents, et ces modèles bénéficient à tous. Donc, nous proposons un modèle européen de la santé, parce que nous avons un modèle vraiment spécifique, afin d'avoir une ambition pour l'Europe. Je ne sais pas si vous voyez les diapos. En fait, notre recommandation est de développer et d'adopter avant fin 2023 un plan d'action pour les maladies rares au niveau européen. Et en fait, nous avons fait une étude au cours des 2 dernières années qui a été lancée par le Parlement européen et fondée par la Commission avec une méthodologie très claire. Et cette recommandation illustre l'ambition commune pour une Europe de la santé qui soit forte. En fait, nous proposons intersectoriel pour sortir des silos. On ne peut pas résoudre les problèmes de santé sans aborder les problèmes liés aux autres aspects. Il faut innover en ce qui concerne la gestion des données afin d'avoir un meilleur système et avec l'objectif d'une meilleure égalité. Il faut également avoir un écosystème afin que l'Europe puisse être le leader mondial, afin d'avoir une stratégie qui nous permette d'aller au-delà des pandémies. Et il nous faut un cadre global qui nous permette de répondre à ces problématiques. Il faut être en ligne avec les objectifs de développement durable en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne la pauvreté, en ce qui concerne l'innovation, la recherche, en ce qui concerne les partenariats. Pour conclure, je dirais que selon nos expériences,
Nous pensons que l'Europe peut parler d'une voix forte et que nous pouvons avoir des plans très précis en ce qui concerne la lutte contre le cancer, en ce qui concerne d'autres projets, mais surtout ce qui nous permet de travailler au sein d'un cadre d'une santé pour tous. Et le résultat pour les citoyens européens n'en sera que meilleur. Avec Sandra Vukusic, Babette Simon. It's my pleasure to introduce Sandra Vukusic. Sandra Vukusic is a neurology professor at the University of Lyon. She is president of the Edmus Foundation contre la sclérose en plaques. Et elle va nous donner des détails en ce qui concerne la sclérose en plaques et les défis ainsi que les besoins, bien évidemment, ces recommandations. Je vous remercie. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à Lyon. La Fondation Edmus, en fait, se bat contre la sclérose en plaques parce que nous essayons d'améliorer la qualité des patients et la présentation agir et être un des acteurs principaux. Donc, je vous présente un des projets que nous soutenons en ce moment. Qu'est-ce que la sclérose en plaques? C'est une maladie du système nerveux qui est chronique, inflammatoire, et qui impacte 700 000 personnes en Europe. Alors, l'impact sur l'espérance de vie est limité, mais en fait, en ce qui concerne les comorbidités, cela peut avoir un impact qui augmente avec l'âge, avec des conditions chroniques très complexes pour les patients. Évidemment, la comorbidité impacte le cours de la sclérose en plaques et modifie l'utilisation des ressources de santé. L'interaction est complexe et lorsque l'on veut comprendre l'interaction entre la sclérose en plaques et les autres comorbidités, un groupe de travail a essayé de lier les bases de données afin de comprendre un peu mieux la communication et la dissémination. Il y a un algorithme qui nous permet de comprendre comment tout ceci est analysé dans les différents pays. Et la question était de savoir comment nous pouvions partager ces données, parce que cela n'était pas possible au niveau européen. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est une collaboration internationale afin de développer la recherche sur les maladies rares. Et notre modèle que nous avons développé pour la sclérose en plaques est tout à fait utilisable pour d'autres maladies. Nous avons énormément de données et celles-ci peuvent être utilisées. Il faut en fait promouvoir l'accessibilité et dépasser les barrières juridiques et administratives pour accéder à ces données et développer des niveaux d'analyse des données qui soient très élevés, y compris avec l'intelligence artificielle. Il faut promouvoir l'utilisation des données existantes pour informer les médicaments à venir. Globalement, en tant que clinicien, je pense qu'il est important de travailler parce qu'une personne qui est handicapée
devraient avoir accès aux ressources de santé de la même façon qu'un citoyen lambda. Merci. Thank you, Sandra. Vous causiez qu'on comprend là l'importance de la... Merci, Sandra. Pour partager ces données vers une collaboration transnationale. Je l'ai annoncé en introduction, Babette Simon, l'idée de ces tables rondes est de donner aussi la parole à la jeunesse européenne, pour les associer à cette vision d'avenir de la santé. Et nous allons entendre deux étudiants, c'est bien cela. Le premier, c'est Francesco Luposella. D'où vient-il, Francesco? Yes, I'm very happy you to listen to two young voices which represent. Absolument, nous allons écouter deux voix qui représentent les futures générations européennes. Francesco est étudiant vétérinaire et il est actuellement Vétosup. Bonjour à tous. Je vous remercie de me donner l'opportunité d'évoquer deux enjeux qui me semblent prioritaires dans la construction d'une Europe de la santé. Le premier enjeu est de garantir des systèmes alimentaires durables. Pour cela, je propose trois recommandations. La première, modifier les accords sanitaires et phytosanitaires de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, afin que tous les pays tiers respectent les mêmes conditions de production durable. La deuxième recommandation, c'est améliorer les informations sur les étiquettes pour faire connaître aux consommateurs l'origine des produits et les modalités de production. La troisième recommandation, favoriser un circuit court à l'échelle européenne dans le cadre de la transition agroécologique. Concernant le deuxième enjeu, l'Europe doit assurer la santé des hommes, des animaux et des écosystèmes, notamment dans la lutte contre les maladies infectieuses et zoonotiques et de la maîtrise des risques NRBC, c'est-à-dire nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Pour cela, je propose trois recommandations. La première, il faut prévenir, surveiller et gérer les maladies infectieuses en coopération avec l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale et l'OMS. Deuxième recommandation, il faut garder en mémoire la gestion des crises pour savoir activer des réflexes et être plus réactif à l'avenir. La troisième recommandation, mettre en place une formation en partie commune et à l'ensemble des professionnels de santé européens en formation initiale. Cela passe aussi par les décideurs européens qu'il faut acculturer à ces enjeux de santé globale. La démonstration de l'avantage incontestable qu'elle apporte aux populations. Merci. Merci pour ces recommandations très claires et très directes, Francesco Luposella. Nous avons maintenant Laura Roth de l'Université technique de Munich en Allemagne. C'est bien cela, Babette? Oui, I'm very delighted also to now invite Laura. Je suis très heureuse d'inviter Laura Roth de l'Université technique de Munich. Vous avez un background en économie et en santé globale. Et merci de partager votre perspective en ce qui concerne l'impact des santé. Merci Babette pour cette présentation et de votre invitation. En ce qui concerne la santé des citoyens européens et le changement climatique, c'est notre défi pour le 21e siècle. Et il faut absolument en parler à chaque fois. L'impact du changement climatique ne peut pas être sous-estimé. Et la biodiversité baissant, il faut réagir. Tout est et nous avons des menaces qui impactent les citoyens. Le changement climatique doit être considéré comme un des défis qui nous empêche d'atteindre les objectifs de développement
durable. Ceci est bien connu. Et en ce qui concerne cet objectif, la volonté politique est clé. Et sans cette volonté politique, nous ne pourrons arriver à cet objectif. Merci. Laura, yes, you Yeah, have I'm still something here. to... Sorry. Yeah. I think action is needed to Et bring. donc, il faut que nous travaillions afin de travailler de façon interdisciplinaire. Et ceci nous permettra de répondre de façon efficace à ce changement climatique. La crise actuelle nous permet de répondre de façon holistique et nous devons travailler des plus efficacement permettra d'avoir un concept offrant des opportunités de travail au niveau des santé humaines et environnementales. La volonté politique doit être la base de toute action. Merci. Merci, Laura Roth, de l'Université technique de Munich en Allemagne. Babette Simon, il est temps, je crois, de résumer les recommandations formulées par les très nombreux speakers que vous aviez dans cette première table ronde. Merci. I like to do that. So first of all, thank you very much to all speakers for their inspiring presentation. Certainement, déjà merci à toutes et à tous. Vous avez tous été très efficaces dans vos recommandations. Comment traduire les besoins en action et en suivant les principes d'une réflexion globale afin d'être des plus solidaires. Donc, je dirais trois choses. Les recommandations en fait, en ce qui concerne les problèmes, ils vont au-delà de la pandémie et ils peuvent être résolus lorsque nous travaillons tous ensemble et nous mettons nos forces en commun. Et nous en profiterons tous si nous profitons des compétences des autres. Et parfois, il nous faudrait peut-être un peu plus de courage et de confiance en autrui. Il faut que nous travaillions ensemble pour avoir une planète en bonne santé, ce qui nous permettra à tous d'être en bonne santé. Il faut travailler à la transformation verte et la transformation digitale. Ça, c'est le futur. Deuxièmement, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la prévention, pas en termes de pandémie, mais au-delà. Et c'est important de protéger tout le monde sans laisser qui que ce soit derrière. Troisièmement, il est temps de réagir, il faut accélérer. Les jeunes sont là, c'est leur futur et nous devons prendre nos responsabilités de la génération à venir, protéger leur santé, leur bien-être. Et nous avons besoin de leadership, un leadership fort. Et nous sommes en train de perdre notre temps, donc il faut réagir. Merci.